Bonjour à toi, tu écoutes la première rencontre du troisième sujet d'Ipséité nommé « Grandir et évoluer avec le deuil ». Excuse-moi, Raph, ça veut dire quoi ipséité? L'ipséité, ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Alors le deuil, sacré sujet. Si la mort est moins tabou aujourd'hui en France, parler du deuil reste bien complexe. Pour ma part, j'ai souvent souhaité prendre des nouvelles de mes proches suite à un décès, parler du défunt ou encore de leurs émotions, mais j'avais le sentiment que je serais illégitime, déplacé ou encore impudique. J'ai jugé des proches changeants, plus froids, plus distants et plus agressifs suite à un décès de leurs proches, sans pour autant oser en parler et donc sans essayer de comprendre. Dans le cadre de ce sujet, on va pouvoir crever l'abcès. Tu as l'opportunité de rencontrer 3 personnes qui ont perdu un proche au cours de leur vie. J'ai fait le choix de rencontrer des personnes qui ont été confrontées à des décès socialement inconfortables, en gros, lorsque le défunt ne décède pas de mort de vieillesse. Il sera question du malaise de notre société face à la mort, du silence suite au décès et de la puissance d'effectuer son deuil. Nous aborderons des sujets qui me sont apparus intimes, car je n'ai eu que de très rares occasions pour les aborder en toute transparence. Au cours de cette première partie, tu vas rencontrer Pierre, jeune basque ayant perdu son frère il y a 1 an et demi. Nous parlerons de son parcours de vie, de ce que le deuil est venu percuter et de l'accompagnement médical de son frère. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer Pierre, que j'ai connu dans le cadre des soirées toulousaines. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Avant de commencer le fond du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, donc je m'appelle Pierre Herbert, j'ai 30 ans. Je suis né, j'ai grandi, je vis au Pays Basque. Je suis actuellement donc chargé de qualité, sécurité et environnement pour un groupe industriel agroalimentaire. Mes parents sont agriculteurs. Ma petite sœur a repris le flambeau il y a 3 ans maintenant. Et donc j'ai un grand frère. J'avais un grand frère, je ne sais jamais comment il faut dire les choses, décédé en avril 2019. C'est ça, parce que si je t'accueille aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'épisode sur grandir et évoluer avec le deuil. Est-ce que tu peux aussi, simplement que ce soit pour toi, nous expliquer à quel moment intervient le décès de ton frère et du coup le début de ton processus de deuil ? Alors, mon frère, il est décédé donc, en avril 2019 à la suite d'une très longue maladie qui a duré 3 ans, donc un cancer qui s'est généralisé petit à petit. Et pour moi, donc, le processus du deuil, comme tu dis, c'est vraiment un processus théorique, parce que là, c'est un sujet que j'ai pas mal abordé avec ma psy, même avec en cours aussi. Et pour moi, c'est vraiment un processus qui est influencé par plein de facteurs, tu vois. Ça dépend vraiment des circonstances du décès, je veux dire. C'est-à-dire si c'est un décès qui est brutal, bah, du coup, tu t'y attends pas, comme un accident de voiture ou une crise cardiaque. Et sinon aussi, des circonstances qui peuvent être une maladie longue, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, ça peut dépendre aussi de la relation que tu as avec cette personne. Moi, j'ai perdu mon frère, par exemple. Ma mère a perdu son fils. Tu vois, donc ça va être aussi des processus qui vont être différents en fonction de la relation que tu as, si tu es proche ou moins proche. Par exemple, j'ai perdu mon grand-père il y a 15 ans, tu vois, et bon, quand tu perds une personne qui est âgée, pour le coup, tu te dis c'est quelque chose qui est un peu plus normal ou naturel, c'est ça. Mais quand tu perds une personne jeune comme ça, ben, t'éprouves forcément beaucoup plus de colère face à la situation. Oui, parce qu'on parle généralement d'un certain nombre d'étapes dans le processus de deuil, d'un point de vue théorique, ce que tu dis sûrement, notamment le choc, la colère, la tristesse, puis l'acceptation. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de passer par ces 4 étapes ou c'est tout autre chose ? Mais moi, tu vois, c'est marrant parce que j'arrive pas vraiment à m'associer à une de ces étapes, en fait. Aujourd'hui, je sais pas où est-ce que je me situe, dans quelle étape je me situe. Il y a des jours, j'ai l'impression que je peux être dans toutes les étapes à la fois. Il y a des jours que je suis perdu par rapport à ce processus. Mais je trouve qu'on ne parle pas du coup forcément assez de la séparation qu'on a avec la personne qu'on perd, en fait. Cette séparation qui est physique et morale, en fait, et le vide qu'on ressent. Et je trouve que cette étape-là,
on en parle pas, enfin, on parle, tu vois, du choc, de la dépression, tout ça, mais je trouve que pour moi, si on doit englober un petit peu tout ce processus, c'est vraiment la séparation qui vient à nous petit à petit Mm. et qui est la principale étape en fait et qui te suit tout au long de ce processus. Mm. Est-ce que ce sentiment de séparation, du coup en 1 an et demi, on peut dire, elle est toujours aussi lourde au quotidien? C'est ça le plus dur, je dirais, tu vois, c'est vraiment... ben, tu passes de tout à rien, au chaos, au néant, tu vois. Mm. Et c'est se reconstruire avec ce manque-là. Parce que voilà, mon frère, c'était quelqu'un qui était très très important dans ma vie. On n'avait que 2 ans de différence d'âge. Et c'est vraiment voilà, de ne plus avoir de ses nouvelles, de ne plus le voir, alors, des choses idiotes, tu vois. Enfin, des fois, je l'appelle encore, même ça m'arrive des fois de prendre mon téléphone, de l'appeler rien que pour tomber sur sa messagerie. Même des fois, je lui envoie des messages encore, enfin, tout bêtement. Mhm. Des fois, tu crois qu'il va te répondre. C'est idiot, hein, mais voilà, c'est le plus dur, c'est vraiment cette séparation, en fait. Ce vide qui est entre toi et lui, qui est, qui est le plus dur à gérer. Ouais. Tu parles d'une maladie longue pour ton frère, donc finalement d'une forme de préparation à ce que ton frère allait partir, excuse-moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé? Est-ce que tu penses que tu étais prêt ou pas du tout? Bon, déjà, je vais te répondre maintenant, on n'est jamais prêt à ça Ouais. c'est clair. Mais moi, déjà, le processus du deuil, il a commencé déjà de son vivant. Tu vois, c'est... Bon, déjà, t'as le premier choc. Enfin, quand tu entends que ton frère a un cancer, bah, t'associes cancer à maladie grave et potentiellement bah, une issue funeste. Mm. Le second choc, c'est quand on te dit il n'y a plus rien à faire. Et puis là, forcément, tu intègres l'idée que ton frère va partir, va mourir. Et alors, je me répétais tous les jours, tu vas perdre ton frère va mourir, ton frère va mourir. Mm. Et vraiment d'avoir cette forme de lucidité sur la situation, sur ce qui allait se passer, pour moi, ça m'a permis vraiment, du coup, de l'aider au mieux, tu vois. Donc, ouais, moi, le processus, il a commencé de son vivant. Ouais. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'il ira, jusqu'à quand est-ce qu'il va durer, ça, je sais pas. Cette période-là, est-ce que même parce que tu parles de la notion de famille, mais quand même d'un rapport au décès qui est différent de tes parents, du tien, est-ce que tu as l'impression de le vivre seul ou quand même d'arriver à avoir un entourage qui te permet de le vivre aussi autrement? Mais je te dis, le deuil, c'est vraiment très personnel, parce que par rapport à la relation que tu as avec cette personne-là, après, aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré avec ma famille, et surtout ma mère, avec qui on parle énormément de ça, parce que, bon, avec mon père et ma soeur, c'est différent, et on parle pas forcément de ça, mais ma mère, elle a énormément besoin de parler, alors du coup, on communique énormément sur ça, et c'est génial, d'ailleurs, ça nous a beaucoup rapprochés aussi. Ce qui m'intéresse aussi dans cette question du deuil, c'est l'impact que ça a sur toi, ta personne, et ce qui fait que depuis avril 2019, tu changes. Quel est le gros changement que tu vois en toi à partir de cette date-là? C'est vrai qu'au début, je me suis dit, beaucoup de choses vont changer dans ma vie, je vais changer pas mal de choses. Mais en fait, heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire, la vie reprend son cours. Heureusement, d'ailleurs. Et, mais ce qui a changé quand même, c'est que moi, toute cette aventure, si on peut dire ça comme ça, je l'ai vécue avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité avec mon frère. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui me redéfinit, qui me recaractérise. C'est vraiment aujourd'hui, j'avance avec la même honnêteté, la même sincérité avec laquelle j'ai pu avoir avec mon frère. Quoi. Voilà. Je suis aussi intéressé sur le rapport à la société, où, d'un point de vue intra-théorique encore, hein, qui est le mien, on parle aussi d'un décalage perçu où finalement il n'y a aucun qui peut comprendre ce qui t'arrive. Tu parles de solitude, mais en dehors même de ta famille, est-ce qu'il y a un moment où tu es presque énervé de cette société, que personne ne te comprenne? Ouais. Oui, on te regarde comme une personne à part, du coup, différente. Même des fois, on a peur de t'aborder, parce que les gens sont un petit peu... c'est un sujet tabou, hein, le deuil, le décès, la mort, c'est un sujet tabou. Alors du coup, on te regarde avec des yeux, on a peur de te parler, clairement. Hein. Alors, est-ce qu'il faut aborder le sujet ou pas avec cette personne-là? Alors c'est vrai que moi, du coup, j'ai tendance à en parler facilement parce que j'ai besoin d'en parler aussi. Mais ouais, pas mal de décalage
avec les autres. Ouais. C'est vrai, en tout cas dans mon entourage, et je pense que j'ai pu avoir ces propos de dire est-ce que je me sens d'en parler à cette personne, est-ce que je suis légitime de parler de ce sujet-là. Tu aurais tendance à dire parlons-en, essayons dans tous les cas, quitte à merder, plutôt que de faire un tabou autour de ce sujet-là. Moi, je préfère en parler. Moi, ça me pose pas de problème d'en parler déjà. Après, il y a certaines personnes qui ont du mal à en parler et qui veulent pas en parler, donc qui mettent de côté le sujet parce que ça les blesse, parce que c'est peut-être trop frais, et puis ça dépend aussi de l'histoire qu'ils ont vécue avec cette personne-là. Mais moi, je préfère être honnête avec ça, parce que tu sais, souvent, quand tu parles à quelqu'un, on te demande est-ce que tu as un frère, est-ce que tu as une sœur. Et là, du coup, tu mets le sujet sur la table, forcément. Et là, je vois même un petit mouvement de recul de la personne, et voilà, un petit fossé qui se creuse entre certaines personnes. Mais par contre, c'est vrai que quand je parle avec des personnes qui ont vécu ça, du coup, ça rapproche aussi, ça crée des liens avec certaines personnes. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a été plutôt sécurisant de rester dans ce qui aussi était ta sécurité peut-être affective, j'en sais trop rien Vraiment, ouais, au début, j'ai eu vraiment le sentiment, et même un devoir de rester auprès de ma famille, d'abord. Et petit à petit, c'est vrai que ça m'a quand même donné envie de faire quand même plus de choses de ma vie, parce que clairement, j'ai bien vu que voilà, à 30 ans, tu peux partir. Et du coup, ça te donne envie de vivre à fond ta vie, de la vivre plus sereinement, plus en phase avec toi-même. Donc ça commence à cheminer aussi. Et du coup, c'est vrai que je me pose des questions différentes sur mon avenir professionnel, sur ma vie privée aussi. Et ça peut avoir tendance à me donner des ailes, si on peut dire ça comme ça. Ouais, d'accord. C'est ça, parce que dans les forces et les possibles qui émanent de cette épreuve-là, tu es homosexuel. Mon frère était homosexuel aussi. Est-ce que son décès est venu changer quelque chose dans ton vécu de l'homosexualité ? Non, enfin, pas spécialement. Alors c'est vrai que mon frère était homosexuel effectivement, c'est quelque chose qui nous rapprochait beaucoup. Et après moi, par rapport à ma sexualité, non, j'ai pas eu d'impact. Après comme ça n'a pas eu d'impact. Après comme je te disais, oui, je m'autorise plus de liberté, je vis peut-être ma vie plus sereinement et donc ma sexualité aussi. Ouais, c'est clair. D'accord. Ce qui est assez drôle entre guillemets, c'est moi j'ai fait du coup mon coming out un petit peu sur la période où mon frère est tombé malade. Donc on avait deux histoires parallèles assez fortes du coup, et c'est vrai que du coup c'est passé un petit peu plus facilement du coup mon coming out dans la famille. Et bon, déjà mon frère l'avait fait déjà depuis un petit moment, et c'est vrai que c'est passé plus facilement quoi. Du coup c'était pas du tout perçu comme un problème, déjà d'une part pour mes parents, et ça nous a aussi beaucoup rapprochés avec mon frère du coup, lui étant malade et du coup et moi en train d'être dans cette transition là. Ça nous a vraiment rapprochés. On s'est énormément libérés aussi sur les derniers moments qu'on a partagés lui et moi, et voilà, beaucoup. Enfin, c'est vrai que de par sa maladie, grâce à sa maladie presque, j'aime dire, c'est un peu affreux de dire ça, mais moi ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma transition et dans mon coming out et dans mon cheminement sur ma sexualité. Est-ce que pour toi il aurait pu y avoir d'autres choses mises en place pour comprendre un petit peu ce qui t'arrive ? Une éducation, peut-être ce que c'est que le décès, un autre moment, même sans parler de ce qui t'a traversé à notre époque. Est-ce que tu trouves que dans notre société, ça manque de savoir ce que c'est que... Mais bon, déjà voilà, la mort c'est un sujet qui est très tabou, donc on n'en parle pas forcément. Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir aborder ça avec ma psychologue, donc j'ai été suivi par ma psychologue, donc on parlait de ce qui se passait, de ce qui allait se passer. Donc j'étais dans un cadre et dans un milieu où je pouvais vraiment parler librement de ça. Et moi, ça m'a permis vraiment de cheminer sur ce qui allait se passer. Après, voilà, moi par exemple,
mon père ou ma soeur ou ma mère n'ont pas eu la chance du coup d'être accompagnés. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, je crois, l'accompagnement sur des périodes comme ça. Après, de toute façon, on pourrait, je crois, en parler, on pourrait se préparer des années. Enfin, on n'est jamais prêt à ce qui va se passer. Et le sujet de la mort, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde déjà. Donc, il n'y a pas forcément d'éducation à avoir sur ça. Peut-être dans l'approche que tu peux avoir face à la mort, oui. Ne pas en avoir peur, enfin, ou en avoir moins peur. Moi, quand j'étais petit, j'avais extrêmement peur de la mort, mais vraiment hypochondriaque, j'étais suivi même par rapport à ça, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui, 20 ans après, par quoi je suis passé, mais c'est incroyable le cheminement que j'ai fait aussi, moi, personnellement, par rapport à qui j'étais quand j'étais enfant et qui je suis aujourd'hui par rapport à la relation du coup que j'ai avec la mort. Et voilà. Le décès de ton frère intervient dans un secteur médical, un hôpital, j'imagine. Oui. Il y a donc plusieurs années d'accompagnement, un lien avec des professionnels de santé sûrement. Est-ce que cet accompagnement au décès de ton frère, il est important par l'équipe médicale et par l'ensemble des personnes qui sont présentes à ce moment-là? Mais c'était très important pour nous, pour la famille, d'être accompagné par le corps médical et du coup d'être rassuré. C'était aussi très important pour lui de se sentir sécurisé dans un hôpital. Et, mais à la fois aussi, on a éprouvé énormément de colère face à... on a eu beaucoup de questions liées à l'éthique du patient, tu vois, parce que si tu veux, nous on avait vraiment la vision de... Enfin, j'avais la vision de mon frère qui est en train de partir petit à petit. Et à la fois, c'est affreux à avouer si tu veux, mais nous on voulait que ça s'arrête en fait. On voulait arrêter, enfin, on voulait que cette souffrance psychologique et physique s'arrête. Et les médecins nous expliquaient que c'était sa propre décision à lui, parce que c'était sa vie. Et en l'occurrence, lui, il n'était plus maître de sa vie. C'était sa maladie qui guidait sa vie à ce moment-là. Donc, beaucoup de difficultés par rapport à ça. Parce que nous, on n'en pouvait plus de le voir souffrir. Et le corps médical refusait d'arrêter en fait cette souffrance-là. Parce que pour eux, c'était sa vie et c'était à lui de dire stop, tu vois. Et la difficulté aussi, c'était du coup, est-ce qu'il faut le dire ou pas? Est-ce qu'il fallait le lui dire ou pas? Est-ce qu'il fallait lui dire qu'il allait partir? Est-ce qu'il fallait lui dire qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui? Qui devait le dire? Est-ce que c'était nécessaire de le dire aussi? Est-ce que c'était nécessaire de le faire souffrir plus que ça? Voilà. Et tu as l'impression que cette fin de vie, elle n'a pas été accompagnée du mieux? Si, franchement, le corps médical était vraiment incroyable. Et mes parents et ma sœur aussi, enfin, je pense qu'on a tous été exemplaires par rapport à son accompagnement. Maintenant, il y a eu quand même pas mal de colère face à l'acharnement thérapeutique. Et comme je te disais, face à l'éthique du patient finalement. Pour recentrer sur toi, c'est difficile à conscientiser. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais c'est quand même alors, trouver le bon mot ne va pas être simple, mais un décès qui finit par être souhaité par la famille à ton frère. On est avec la maladie, et à dire à un moment stop, ça s'arrête. Au moment où ça se termine, qu'est-ce que tu ressens? Comme tu dis, juste avant le décès, il y avait presque une envie que ça s'arrête. Parce qu'on n'en pouvait plus de voir ça, de le voir souffrir. Au moment où tout s'arrête, en fait, et même après, il y a une forme de culpabilité profonde qui se met en place. Et même beaucoup de cauchemars encore récemment. Et parce que, en fait, tu fais l'impression parfois même
d'avoir souhaité sa mort, même finalement de l'avoir presque tué au final. Parce que je me souviens, voilà, avec ma famille, on devait décider de le plonger petit à petit dans un sommeil profond. C'est nous qui devions dire aussi, c'est nous qui avons demandé aussi d'un petit peu accélérer le processus de sa mort, quoi. Et beaucoup de culpabilité après par rapport à ça. Parce que finalement, quand t'es dans l'événement, t'es presque plongé dedans et tu prends pas vraiment de recul sur ce qui t'arrive, et c'est finalement après coup que toi tu réalises tout ce que tu as dû entreprendre et la responsabilité quelle qu'elle soit, mais que toi tu peux porter à un moment. Culpabilité aujourd'hui assumée quand même, parce que c'était pour lui, tu vois, qu'on faisait ça, et c'était... C'est vrai que parfois je pense que c'est dur à entendre de vouloir que les choses s'arrêtent, mais c'était vraiment pour son bien. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être difficilement entendable, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des lectures, des films, des médias ou n'importe quoi qui t'ont aidé à un moment donné à faire du lien extérieur et à te dire, moi je suis pas tout seul, ou ça aussi ça existe, c'est comme ça que je fonctionne? J'ai un film que j'avais regardé peu avant son décès, mais j'ai plus le nom en tête. Et c'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes au poumon. Elle avait conscience qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Et du coup, ça m'a un petit peu fait penser à notre histoire à nous. Et ce qui était, je trouve, fort dans ce film, c'était la relation qu'elle avait du coup avec sa mère. Du coup, sa mère qui était consciente aussi de ce qui allait se passer. Et presque en fait, c'était la fille qui épaulait sa mère dans toute cette histoire-là. Et même parfois, c'est aussi ce qui s'est passé dans ma famille. Mon frère a voulu énormément nous préserver aussi de toute cette souffrance-là, et il essayait d'être rassurant par rapport à ce qui se passait. Et... ouais. Ok. En dernière question, en quoi, alors cette épreuve qui n'est pas nécessairement terminée, elle te définit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tout ce que tu as traversé pendant ces années a un impact sur ce que tu es aujourd'hui? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure par rapport à le fait d'avoir vraiment vécu cette expérience avec mon frère dans la plus totale honnêteté et sincérité avec lui. C'est aujourd'hui ce qui me redéfinit aujourd'hui. Vraiment dans tous mes choix, dans qui je suis. Aujourd'hui, c'est vraiment l'honnêteté, la sincérité. Et aussi, du coup, moi, tout ce que j'ai vécu avec mon frère, je l'ai fait vraiment par amour. Et l'objectif aussi, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me regarde dans un miroir plus facilement parce que j'ai tout donné pour mon frère. Et avec vraiment pas de regrets. Et c'est aujourd'hui ça aussi qui me permet d'avancer et de me dire qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Parce qu'après, la culpabilité, c'est un fardeau que tu portes très longtemps et qui peut faire très mal. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. La rencontre avec Pierre n'a pas été simple. Nous avons eu besoin de temps pour nous sentir légitimes de parler de son frère et de son deuil. J'ai retenu la nécessité de parler sans malaise d'une personne décédée. Enfin, j'ai été marqué par la question de l'acharnement thérapeutique, qui est une vraie question sociale et que nous aborderons également avec Juliette, parisienne, qui nous parlera du deuil lié au décès de sa fille. Pour rencontrer Juliette, je t'invite à écouter la deuxième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipcit.podcast. A tout de suite.